La 25e journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer vient d'avoir lieu. Cette maladie pourrait toucher 1 200 000 personnes d'ici 2 ans. C'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. Où en sont les traitements? Quelles sont les avancées de ces dernières années? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le professeur Bruno Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, directeur scientifique de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Merci beaucoup d'être avec nous. On va peut-être rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer, parce que c'est un mot qui fait peur, c'est un diagnostic un peu couperet. La maladie d'Alzheimer, vous l'avez dit, c'est une maladie neurodégénérative. Et il y a deux mécanismes. Quand on regarde, on vous a fait repris un schéma avec à gauche le cerveau normal, vous voyez, qui est un cerveau en bonne santé, et à droite le cerveau d'un malade atteint ou d'une malade atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec déjà un cerveau un peu plus petit et surtout dessous un réseau neuronal. Les neurones, c'est ces connexions quasi électriques qui permettent d'avoir une bonne circulation de l'information. Et bien, c'est ce circuit neuronal qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer, avec en particulier des plaques qui n'ont rien à faire là, qu'on appelle les plaques amyloïdes, des dépôts amyloïdes, qui sont une première cause de cette mauvaise circulation de l'information. Et puis la deuxième protéine dont on entend beaucoup parler, c'est la protéine Tau. Là aussi, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une accumulation à la fois de cette protéine Tau et à la fois des plaques amyloïdes. Alors professeur, où en est justement la recherche sur la maladie d'Alzheimer? Aujourd'hui, on rappelle aux téléspectateurs qu'il n'y a aucun médicament pour la soigner. Ah si, il y a quand même des médicaments pour la soigner, mais c'est des médicaments, on dit symptomatiques. De la guérir. Voilà, c'est ça, voilà. Des médicaments symptomatiques qui améliorent un petit peu les symptômes, ce qui est une discussion sur leur pertinence, sur leur réelle valeur. Nous, on considère, neurologues, que c'est utile. Le ministère de la Santé a considéré qu'ils n'étaient pas efficaces et qu'il faut les dérembourser. Il y a une discussion là-dessus. Voilà. Mais cela dit, vous avez raison, on attend des médicaments qui soient réellement efficaces et qui bloquent de façon formelle la progression de la maladie. Et il y a une sorte de paradoxe, c'est que nous avons aujourd'hui des médicaments qui bloquent les lésions. C'est quand même une excellente nouvelle. Le problème, c'est que ces médicaments qui bloquent les lésions n'améliorent pas les symptômes. Alors évidemment, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir des médicaments qui traitent les lésions de la maladie si ça n'améliore pas la maladie elle-même. Eh bien, il y a peut-être des explications, et c'est le débat actuel. C'est qu'on pense peut-être que ces médicaments sont essayés chez des patients trop avancés dans la maladie, et qu'il faudrait peut-être les essayer beaucoup plus tôt, parce que quand on est avancé dans la maladie, on a justement ces fameuses lésions que vous nous avez montrées, eh bien elles sont déjà tellement diffuses qu'il est peut-être illusoire d'espérer récupérer sur le plan symptomatique. Voilà. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de repérer les patients le plus tôt possible. Oui, d'où l'importance du diagnostic. D'où l'importance du diagnostic et peut-être du diagnostic précoce. Et c'est ce vers quoi on va. Alors, c'est un peu de la science-fiction, on n'en est pas encore là. Il faut maîtriser tous les aspects éthiques qui sont sous-tendus par ce type d'approche, mais je pense que c'est vers cela qu'on va, et d'une façon générale, c'est vers ça qu'on va pour l'ensemble des maladies neurodégénératives. C'est-à-dire qu'on est maintenant à peu près convaincu que quand les malades sont très malades, très avancés dans la maladie, c'est déjà avec des symptômes, ça veut dire que la maladie a commencé parfois des dizaines d'années avant qu'on ait les premiers symptômes. Exactement. Si on voulait résumer, qu'est-ce qu'on a appris en 25 ans de recherche sur la maladie d'Alzheimer? Alors moi je dirais qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris ce qu'est précisément cette maladie. On a appris à définir le cadre. Et on peut maintenant, parce qu'on a bien travaillé sur la sémiologie, c'est-à-dire sur la présentation clinique, je parle à un médecin, les symptômes, et puis parce qu'on a maintenant une signature biologique de la maladie, c'est-à-dire qu'on peut, par des examens assez simples, vérifier la présence des lésions dans le cerveau des patients, eh bien on a donc un cadre et on peut dire ce patient est dans le cadre ou il est en dehors du cadre. Eh bien c'est considérable parce qu'on a médicalisé la maladie d'Alzheimer. Et un jour, à un moment où on commence à poser la question de savoir si cette maladie existe, je peux vous dire qu'elle existe parce que justement, on en a les preuves, je dirais cliniques et les preuves biologiques. Maintenant, on peut exactement définir le cadre. Et définissant le cadre, on peut se lancer de façon efficace dans des stratégies thérapeutiques parce qu'on peut maintenant recruter des patients qui sont formellement atteints de cette maladie. Avant, il y avait des erreurs dans le diagnostic. Aujourd'hui, il n'y a plus d'erreurs dans le diagnostic. On a la possibilité de recruter des patients qui sont formellement atteints de cette maladie. Et c'est vrai pour nos téléspectateurs, on pense souvent démence liée au vieillissement égale maladie d'Alzheimer. Non, il y a plein d'autres causes à ces démences, en particulier des causes vasculaires. Et faire la différence entre maladie d'Alzheimer et d'autres types de démences, d'abord, ça permet d'avoir un traitement pour certaines d'entre elles, et effectivement de faire avancer la recherche. Exactement. Est-ce que la qualité de vie des malades a été améliorée ?
Elle a été améliorée et c'est bien de poser cette question parce que, si vous voulez, moi je suis un peu un fervent défenseur de l'approche thérapeutique des médicaments. On travaille beaucoup sur les médicaments, mais il ne faut pas oublier qu'il y a, et vous avez raison, d'autres prises en charge qui sont extrêmement intéressantes. Il faut accompagner le patient et depuis quelques années, on travaille beaucoup sur ces accompagnements qui sont des accueils de jour, qui sont des aides à domicile pour soulager les familles, qui sont des prises en charge aussi de stimulation cognitive par l'orthophonie, etc. Donc il y a tout un encadrement. Il y a tout un encadrement qui a été mis en place au cours de ces dernières années et qui finalement est assez payant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que d'une façon globale, avec ces approches dites non pharmacologiques et avec des approches pharmacologiques, eh bien, globalement, je dirais que l'évolution de la maladie est moins accentuée qu'elle n'était avant. Donc c'est très positif tout ça. Alors, on sait ce qui est capital aussi, c'est cette plasticité cérébrale. Les capacités du cerveau, c'est une zone qui est atteinte à développer d'autres circuits et c'est là où le lien social et toutes ces thérapeutiques non médicamenteuses sont relativement importantes. Et puis il faut penser aux aidants aussi, c'est extrêmement lourd pour l'entourage et le fait d'avoir des structures d'accueil, ça permet aussi à la famille de souffler. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on va aborder dans cette partie de l'interview, d'inquiétudes autour de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, si j'ai des trous de mémoire, est-ce que je dois m'inquiéter ? Mais non, parce que justement, et c'est ce que je cherche à faire comprendre et à faire passer comme message, c'est que c'est banal de ne pas se rappeler ce qui est banal. L'emplacement de mes lunettes, l'emplacement de mes clés, l'emplacement de mon journal. Je passe mon temps, et vous peut-être, toi je ne sais pas, mais à les chercher. Mais c'est normal parce qu'on ne fait pas attention à des choses sans importance. En revanche, s'il y a un événement politique comme le plan santé ou ou les remboursements des médicaments, s'il y a un élément personnel, familial, ça je me rappellerai. Donc c'est ça le critère. Ne pas se rappeler d'une chose qui est importante pour soi, ça c'est sérieux. Mais ne pas se rappeler des choses secondaires, c'est un trouble d'attention. En cas de stress, surtout si vous avez manqué de sommeil, pas d'inquiétude. Et en cas de doute, consultez votre médecin traitant. Il y a des centres mémoire qui permettent de tester là aussi et de complètement vous rassurer si les troubles reviennent. Alors, autre idée reçue, peut-être la maladie d'Alzheimer qui ne concerne que les personnes âgées ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a actuellement près de probablement 20 000 patients. 20 000 patients qui sont atteints de cette maladie Alzheimer et qui ont moins de 60 ans. Donc c'est quand même, moins de 65 ans, pardon. Donc c'est quand même un chiffre considérable. Et nous, en tant que neurologues, on voit beaucoup de ces patients-là. Et c'est extrêmement troublant parce que ce sont des sujets jeunes, ce sont des patients qui ont des conjoints jeunes, qui ont des enfants entre 5 et 10 ans. Et c'est extrêmement terrible de voir ces familles qui sont désorganisées, déstructurées par la présence de la maladie. Rapidement, en parlant de famille, justement, une question qui est souvent posée en consultation, est-ce héréditaire ? Non, ça n'est pas héréditaire, c'est une maladie qui est naturellement fréquente. Donc pour peu que dans la famille les gens vivent longtemps, il y aura beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie. Mais ça n'est pas héréditaire que dans des cas exceptionnels qui ont tous été repérés et qui débutent toujours avant 50 ans. Alors une question à poser aux deux docteurs sur ce plateau, existe-t-il un moyen de préserver sa mémoire ? S'entraîner, on parlait de plasticité cérébrale, de lien social, le fait de s'entraîner, c'est pas un muscle, mais ça se travaille, la mémoire. Donc le fait de faire des exercices, de faire du sudoku, de se rappeler, d'abandonner le téléphone portable pour se rappeler quelques numéros, utiliser des moyens mnémotechniques, c'est un excellent moyen de préserver sa mémoire. La mémoire, si vous voulez, c'est un système qui est, on peut le schématiser. Il y a une entrée. Après, il faut stocker l'information et le coffre-fort, et puis après, il faut la sortir. L'entrée, c'est l'attention. Il faut être attentif à l'information. Si vous êtes dépressif, si vous avez des troubles du sommeil, si vous êtes stressé, vous n'allez pas faire attention, vous n'allez pas entrer l'information. Après, une fois qu'elle est dans le coffre-fort, il faut pouvoir la sortir. Et ça demande aussi un effort. Et on voit qu'au cours du vieillissement, cet effort est plus important. Donc, souvent, les gens se plaignent de ne pas se rappeler, non pas parce qu'ils n'ont pas gardé l'information, mais parce qu'ils ont du mal à la récupérer. Donc il faut faire travailler ce circuit, et en le faisant travailler, on se rend compte que finalement, les capacités de stockage persistent au cours du vieillissement normal. Alors, docteur, un article qu'on va regarder, vous allez le commenter. Pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, il ne faudrait pas se retenir d'éternuer ou de tousser. C'est un article de Pourquoi, docteur ? Est-ce que c'est vrai ? Et pourquoi ? Oui, j'ai vu passer, c'est dans un livre, quelqu'un de sérieux, de Philippe Amouyel, mais c'est un peu anecdotique. L'idée, c'est d'éviter les accès de tension artérielle. Et on sait qu'une des causes, non pas de maladie d'Alzheimer, ça pourrait aggraver la maladie d'Alzheimer, mais une des causes de démence, c'est la démence vasculaire. Et tout ce qui est système, c'est de la tuyauterie, un système vasculaire avec des augmentations de tension artérielle. Donc le fait d'éternuer, quand on se retient, on a une augmentation de la pression cérébrale, ça pourrait avoir un impact négatif. Je remercie d'avoir été assez précis là-dessus. Je crois qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup
de bêtises, pour pas dire autre chose, Ouais. qu'on colporte, qu'on répète, etc. Bien sûr que ça n'a pas de rapport entre la maladie d'Alzheimer et le fait de se retenir, éternuer. Donc, vraiment, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. En revanche, ce qui est capital, c'est lutter contre l'hypertension artérielle, lutter contre le diabète, le cholestérol. Quand on parle d'un esprit sain dans un corps sain, ben là, il y a vraiment l'esprit et il faut travailler sa mémoire, mais le corps est extrêmement important. Sommeil, activité physique, alimentation. Pour vous aider, professeur, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens soient conscients qu'il est important de se mobiliser par rapport à la recherche. Là, je suis là pour parler de la recherche. Donc, il faut que lorsqu'un patient a une maladie comme ça, qu'il accepte ce que proposent généralement les médecins, c'est-à-dire d'être suivi, peut-être de bénéficier de traitements qui sont en développement. Il faut que les familles aussi se mobilisent, car c'est un enjeu collectif, c'est un enjeu éthique. Il faut que tout le monde s'engage dans cette perspective de recherche pour essayer de trouver une solution. Avec 3 petites actions quand même qu'on peut faire. Là, dans l'immédiat, par exemple, vous avez une action avec les magasins Leclerc. C'est l'opération Une orchidée pour la mémoire. Ça se passe jusqu'au 29 septembre. Et pour une orchidée achetée, eh bien, 4 € sont reversés à la fondation. Il y aura aussi une prochaine action. C'est la quinzaine de la TOC. Ça se passera du 23 novembre au 7 décembre. Et pour un repas consommé dans un des restaurants partenaires, eh bien, c'est 1 € de don qui sera redistribué. Et puis n'oubliez pas, aussi vous pouvez faire un don sur votre site, le site de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, ou encore devenir bénévole, vous mobiliser, comme vous le disiez. Puis n'oubliez pas d'aller voir aussi sur notre site lci.fr un dossier spécial sur la maladie. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.